suis Christelle Rioux, je suis la responsable du pôle animation collective des entreprises et on est ravis de vous avoir convié de vous retrouver lors de ce webinaire sur le bilan carbone. Je remercie la Massif de l'animer pour nous, notre partenaire la Massif. Donc la CCI sur ces thématiques a toute une offre de services et d'accompagnement, donc soit en individuel, soit en collectif à vous proposer. Donc une conseillère, en l'occurrence Sandrine Capot, qui peut répondre à toutes vos questions sur cette thématique. Et puis une masterclass, donc une formation en petits groupes pour vous accompagner aussi sur tous ces sujets de RSE. Donc voilà, mais notre intervenante, effectivement, enfin, l'intervenante de la Massif, pardon, Laetitia Dumas, de toute manière, se tiendra aussi à votre disposition pour répondre à la fin de ce webinaire à vos questions et interrogations. Et puis pour anticiper une de vos questions, vous dire aussi que ce support vous sera envoyé après la présentation sur toutes les adresses mail, sur l'adresse mail qui aura été utilisée sur votre inscription. Alors là, tout de suite, en participant, on a des noms qui nous causent pas, pour faire le lien entre votre adresse mail et votre inscription. Par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Direction. Donc là, typiquement, on ne saura pas à qui envoyer le support. Donc n'hésitez pas à vérifier le nom qui est indiqué dans votre profil. Et si c'est simplement un prénom ou quelque chose de générique, eh ben, nous indiquez dans la conversation votre adresse mail pour être sûr de recevoir le support après la présentation. Donc, je laisse la parole à Yves Briand, qui est notre partenaire représentant de la Massif. Merci Christelle, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le bilan carbone. Alors, je m'appelle Yves Briand, je suis élu à la Massif, délégué, représentant des sociétaires. Nous sommes plus de 1000 délégués et élus à la Massif, puisque la Massif fait partie de l'économie sociale et solidaire, donc pas d'actionnaires, que des élus en fait qui font partie de la gouvernance de ce groupe. Dans ces plus de 1000 élus, nous sommes un peu plus de 200 à être des professionnels indépendants et des entreprises. Et notre rôle est de mettre en place des actions justement sur nos territoires. Par exemple, en Bretagne-Normandie, c'est plus d'une centaine d'actions que nous mettons en place justement pour les entrepreneurs et les entreprises. Donc, nous mettons en place des partenariats, notamment avec les CCI, et je remercie la CCI du Havre de nous ouvrir justement ce créneau. Et dans ces actions, en fait, alors, ce n'est pas seulement des actions qui sont forcément en lien avec nos métiers d'assureurs. Bien sûr, il y en a certaines pour parler de la prévention, qu'est-ce que c'est, de la santé, des assurances responsabilité civile pour les entreprises et autres. Mais la Massif a également un engagement fort sur des thématiques comme le climat, la biodiversité, l'environnement, également les jeunes et les publics en fragilité. Il faut savoir que, par exemple, pendant le Covid, la Massif a accompagné des professionnels et des entrepreneurs qui étaient en difficulté et elle s'est montrée présente, notamment même hors contrat d'ailleurs, pour assurer son rôle d'assureur, tout simplement, mais d'assureur militant. Donc ça, c'est important. Donc, comme je vous disais, très engagé dans le climat, c'est aussi une volonté face à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la société. Donc, beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans le chat, vous pourrez voir si ça vous intéresse, de voir tout ce que fait la Massif dans le RSE. Il y a beaucoup de choses, et notamment des investissements socialement responsables, mais des engagements aussi sur les océans, des engagements financiers forts sur des entreprises ou des acteurs de l'ESS qui s'engagent pour toutes ces causes. Voilà, donc merci en tout cas, je remercie à la CCI du Havre et puis Laetitia également qui va nous présenter le bilan carbone pour les entreprises. C'est une occasion de rentrer dans ce sujet pour des personnes qui justement ont besoin et ont envie de découvrir ce sujet. Merci à vous. Bonjour, c'est bon, vous m'entendez? La technique fonctionne? Parfaitement. Parfait. Donc, je m'appelle Laetitia Dumas. J'ai travaillé une dizaine d'années en conseil en développement économique auprès des collectivités et auprès des dirigeants pour les aider à implanter leurs projets de développement sur les territoires. Donc ça, c'est mon parcours, je dirais, entre guillemets, de base. Et j'ai choisi à un moment donné de ma vie professionnelle de me former en contrôle de gestion, notamment contrôle de gestion financier, mais pas que, pour pouvoir continuer à accompagner les dirigeants, mais plutôt dans les transformations des modèles économiques. Donc, je me suis formée à la RSE, je me suis formée au bilan carbone pour pouvoir travailler sur les enjeux de comptabilité carbone et également à la performance extra-financière, donc ce qu'on appelle aussi le triple capital.
puisque l'idée, c'était de dire, à un moment donné, si on veut transformer les modèles économiques, il faut qu'il y ait un équilibre, transformer les modèles économiques, il faut un équilibre financier, mais il faut aussi pouvoir suivre des indicateurs de performance extra-financiers. Ce qui nous relie du coup aujourd'hui, c'est les enjeux liés au bilan carbone. Et du coup, je suis ravie que ça ait mobilisé du monde. C'est un sujet que j'adore. J'expérimente depuis déjà quelques années au sein de la coopérative qu'on a fondée il y a 4 ans avec donc 2 autres associés qui travaillent aussi sur ces sujets. Alors, je vais vous présenter le déroulé de l'atelier. Alors, pour les questions, effectivement, ça a été dit, vous les noterez dans le chat. Je vais aller vite quand même sur beaucoup de sujets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée pour moi, c'est que vous reteniez déjà quelques mots-clés importants et que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup du bilan carbone, puisqu'il y a des enjeux aussi internationaux, nationaux qui vont jouer, et des évolutions de réglementation également. Comment on fait un bilan carbone? Faire des premières mesures, donc je vais vous faire travailler aussi un petit peu, comme ça vous pourrez aussi en parler parce que vous aurez fait quelques mesures. Et puis on prendra un temps pour échanger si vous avez des questions. Et avant de se séparer, je vous demanderai de réfléchir à une action que vous pourriez mettre en place justement qui serait en faveur de la diminution de votre impact carbone, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de votre entreprise. Et normalement, avec la présentation que je vais faire, vous aurez des éléments qui vous permettront de pouvoir prendre des décisions. L'idée, c'est vraiment ça, c'est comprendre pour pouvoir agir sur ces sujets. C'est parti, allez. On va commencer par un petit nuage de mots. Alors, soit vous écrivez dans le petit... dans la zone de texte ce que ça vous évoque, soit vous allez sur un petit outil qui est sympa qui s'appelle Slido et qui permet de faire des nuages de mots et puis on voit affiché en temps réel. Mon idée là, c'est de voir un petit peu ce que ça vous évoque comme mot quand on parle du bilan carbone, spontanément, pour que je puisse m'appuyer aussi dessus dans la présentation qui suit. On va prendre 1 ou 2 minutes. L'idée, c'est vraiment de mettre ce qui vous arrive à l'esprit quand on vous parle de ça. Donc, allez-y, soit dans le petit pavé texte, soit sur le site internet. Ouais, donc on a la RSE. L'écologie, la mesure, oui. Les transports, le diagnostic, environnement, super. Recenser les émissions, les calculs, effectivement, on a des enjeux de calcul, de plans d'action, oui, qui est en train d'évoluer vers des plans de transition aujourd'hui, de labels, d'impact environnemental, tout à fait, on est vraiment sur la dimension environnementale de la RSE pour le coup. Les gaz à effet de serre, on va en parler un petit peu. La planète, parfait. Je vais présenter un petit peu, hop. Ozone. La décarbonation, effectivement, c'est dans les enjeux, le coût, les chiffres, la pollution. Ok, super. Et c'est plus large que ce que je pouvais spontanément penser en termes de mots-clés, super. Parfait. Et on va parler de tout ça. Énergie. Allez, je vous propose d'avancer du coup. On va démarrer par un petit quiz parce que l'idée pour moi, c'est déjà aussi qu'on arrive à comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de bilan carbone. Et ça va nous relayer à un certain nombre d'enjeux et notamment aux enjeux d'énergie. Alors, j'ai un petit quiz qui va démarrer là. Je vous invite à répondre dans le pavé de texte. L'idée, c'est pas forcément de dire c'est bien, c'est pas bien, on n'est pas au courant ou de juger sur une éventuelle réponse parce que moi-même, la première, j'étais très surprise des réponses les premières fois. Mais en tout cas, c'est la question que je vous pose en un an. Un homme en bonne santé effectuant des travaux de force avec ses bras est capable de produire environ quelle quantité d'énergie mécanique? Alors ça, c'est des données issues de formation ADEME. Alors, on a quoi? Alors, je donne un indice. Je ne sais pas si ça va aider. C'est autant que 10 litres de pétrole, mais ça donne une échelle entre effectivement l'énergie que peut développer un humain et 10 litres de pétrole. 2, 10, 4. Allez, je donne la réponse. 100 kWh. Voilà, alors moi, ce chiffre, quand j'ai vu la première fois, il m'a un peu choqué, effectivement, de me dire que pendant un an, un homme pouvait développer autant d'énergie que 10 litres de pétrole, ce qui explique quand même, malgré tout, le développement de l'activité en lien avec justement les énergies fossiles. La deuxième question, c'est l'unité tonne CO2, tonne de CO2 équivalent, c'est comme ça que ça se lit, permet de compter tous les gaz à effet de serre en une seule unité. Donc, on ramène tout au CO2, à la tonne de CO2.
Quels sont les gaz à effet de serre émis par nos activités? On va parler de gaz à effet de serre, mais qu'est-ce que vous connaissez comme gaz à effet de serre? Il y en a quand même un certain nombre. Le CO2, oui, bien sûr. Les NOx, oui, le méthane. Le méthane, effectivement. Alors, on a un certain nombre de gaz à effet de serre qui sont d'origine naturelle sur Terre, effectivement, en quantité différente dans l'atmosphère pour pouvoir nous permettre de respirer. Et dans le cadre du bilan carbone, on va mesurer un certain nombre de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, on va les transformer en tonnes de CO2 équivalent. Donc ça, c'est la première chose peut-être à retenir, c'est qu'on va systématiquement parler à cette échelle-là, même s'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs de réchauffement et la même durée de vie dans l'atmosphère, on va tout transformer en tonnes de CO2 équivalent. Donc il y a des travaux de scientifiques derrière pour pouvoir ramener tout sur une même échelle, on est bien d'accord. Donc, on a effectivement dans les principaux dont on entend souvent parler, le dioxyde de carbone, protoxyde d'azote, méthane, les gaz de synthèse, qu'on a en quantité plus ou moins partante aussi en fonction des secteurs d'activité. Quel est l'objectif international sur le climat? Donc là, on est sur des enjeux internationaux, hein, il y a effectivement, à l'échelle internationale, les COP qui se réunissent régulièrement. On en entend régulièrement parler. Sur la dernière, il n'y a pas eu forcément d'avancée majeure. Celle qui reste quand même de référence pour le moment, c'est celle qui a eu lieu, c'est la COP 21 qui a lieu en France, à Paris. Est-ce que vous savez quel est l'objectif international sur le climat en termes de température, d'évolution des températures? Parce que c'est ça qui va driver les plans de transition, en fait, dans les organisations. Allez, je donne la réponse. Donc, les accords de Paris, c'est plus 2 degrés et idéalement en dessous. Donc, l'idée des accords de Paris, c'était définir qu'à l'échelle internationale, les pays mettent en place des plans d'action pour pouvoir limiter le réchauffement, même si aujourd'hui, les dernières études d'experts disent qu'on serait plutôt au-dessus et fortement au-dessus. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à cette trajectoire plus 2 degrés et à 2050. L'être humain est-il l'unique responsable du changement climatique actuel? Alors d'après vous, oui, non, peut-être, on n'est pas sûr, ouais. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est des études. Oui, le dérèglement global est dû à nos activités. Les phénomènes naturels ont une influence moyenne, voire nulle. Je vous enverrai des liens justement sur les chiffres liés à l'évolution du climat. Et il y a un lien entre effectivement l'utilisation des énergies fossiles et le développement économique pour le coup, et l'évolution des températures. Je vous l'ai dit, les gaz à effet de serre existent naturellement. Le problème qui est posé, c'est de rajouter des gaz à effet de serre en quantité tellement importante que du coup, les puits naturels n'arrivent plus à les absorber. C'est ça qui pose problème et qui fait qu'effectivement, en fonction des gaz qu'on utilise, on réchauffe l'atmosphère sur des échelles très, très longues. Quand on produit du CO2, le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère. Il a un pouvoir de réchauffement moins fort que le méthane qui reste moins longtemps, mais néanmoins, il reste sur des échelles de temps assez importantes. Et donc, c'était une grosse conclusion, ça, d'un des rapports du GIEC qui est sorti assez récemment, de dire qu'effectivement, c'était l'être humain qui était responsable du changement climatique. Hop. Alors, voilà. Oh, bah, dit que je suis allée un peu vite. Bon, bah, vous avez la réponse. Alors, les objectifs individuels, alors comment ça se traduit? Parce qu'on parle d'objectifs internationaux en termes d'évolution des températures, donc du climat, les climats, c'est une échelle longue. Au niveau individuel, on le traduit ça justement en quantité de production de CO2 maximum. Donc l'ordre de grandeur, pour pouvoir arriver à suivre cette trajectoire, c'est d'arriver à descendre à 2 tonnes par personne. Sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt, alors le chiffre là, il a été retravaillé, on est plutôt à 10 tonnes environ de production de CO2 équivalent par individu en France. Et l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes. Donc, ça veut dire diviser quand même par 5, ce qui n'est pas, ce qui reste quand même assez ambitieux. Et du coup, on va parler de, effectivement, comment on mesure et comment on fait, quelles peuvent être les actions pour descendre. Alors, justement, à l'échelle individuelle, quel est le poste, d'après vous, le plus émissif dans l'empreinte carbone, qui produit le plus, du coup, de CO2? La voiture, les déchets, la viande, l'avion, le chauffage, le numérique? Le chauffage, la voiture, la viande, les déchets, alors il y a un petit peu de tout.
C'est la voiture. Alors après, c'est des moyennes, encore une fois, hein, si vous travaillez à côté de chez vous, que vous y allez en vélo et que vous prenez très peu la voiture pour partir en vacances, que vous faites des voyages plutôt locaux, ça sera peut-être pas ce poste-là. Mais dans le cadre de la moyenne, effectivement, qui est constatée, donc là, je vous ai mis un petit schéma, vous aurez le support, hein. C'est la voiture qui mobilise déjà 2 tonnes sur l'année, dans les 10 tonnes. Et pourquoi, donc il y a une question d'enjeu, collectif, c'est qu'il y a effectivement des efforts qui peuvent être faits à l'échelle individuelle, mais quand vous regardez effectivement sur les différentes colonnes, il y a aussi tous les sujets liés à la dépense publique et la dépense publique, on est déjà à 1,4 tonne. Donc il y a aussi un gros effort du côté des collectivités dans la mise en place d'actions de transition. Puis après, effectivement, dans les entreprises, notamment sur les questions de consommation, d'efficacité énergétique par rapport au logement, et puis après, les sujets alimentation. Alors la viande, c'est presque 1 tonne, hein, sur la moyenne, encore une fois. Si vous avez une alimentation très peu carnée, le graphique, il va changer, mais en tout cas, ça, c'est une moyenne. Et si vous voulez faire votre bilan carbone individuel, vous pouvez aller sur Nos Gestes Climat, ce qui est un outil qui a été développé par l'ADEME, qui est assez simple d'utilisation. On reste sur des ordres de grandeur, mais ce qui est intéressant, c'est les ordres de grandeur. Alors, 2 tonnes de CO2, c'est quoi? Alors, je vous ai mis quelques exemples là, mais vous avez un petit lien vers un calculateur, vous pourrez aussi l'utiliser. C'est pas les 4 réunis, hein, 2 tonnes, c'est vraiment individuellement. Donc ça va être par exemple là les 276 repas à base de viande contre 3922 repas à base de repas plutôt végétaux. C'est 10 000 km à peu près en voiture contre 1 million en TGV. Voilà, donc ça encore une fois, c'est des calculs qui ont été faits à partir des bases de données ADEME qui restent quand même une référence en France sur les calculs carbone. On est là, par contre, attention, le bilan carbone, on est sur de la mesure seulement de gaz à effet de serre. On n'est pas sur des enjeux de circuit court, d'empreinte environnementale plus large, qui pourraient être en lien avec des systèmes de production, l'acidification des sols, l'eutrophisation ou autre. On est vraiment sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre. C'est important de le comprendre, hein. C'est une brique dans une empreinte environnementale. Voilà, alors du coup, on va parler un petit peu du coup de bilan carbone et dans les grandes lignes, la méthode qui est développée pour pouvoir justement faire un bilan carbone. Alors déjà, quels sont les objectifs du bilan carbone? On l'a vu, il y a un contexte et des enjeux internationaux. Donc la première, si je peux dire, c'est mesurer. Donc ça, vous en avez parlé. On mesure une quantité de gaz à effet de serre qu'on produit dans une organisation sur un temps donné. Donc souvent, on parle d'une année. On prend une année. Ça peut être une année comme une année comptable qui reflète l'activité. Attention par contre, juste dans les termes utilisés, parce que parfois on mélange au départ, mais c'est pas grave, mais quand vous ferez du bilan carbone, vous verrez qu'il y a des différences. C'est que le bilan de gaz à effet de serre, c'est pas un bilan carbone complet. Le bilan de gaz à effet de serre, c'est on fait de la mesure. Le bilan carbone complet, on s'engage dans un plan d'action. On n'est pas tout à fait sur la même. Il y en a un qui est beaucoup plus complet que d'autres, mais on commence toujours par faire effectivement le diagnostic, le fameux bilan. C'est encadré par une norme internationale, hein, et en France, on a une obligation réglementaire depuis 2010 sur le sujet pour les entreprises de plus de 500 salariés en France et 250 dans les DOM. Donc, il y a une obligation de le réaliser tous les 4 ans et les collectivités également ont des obligations. Et du coup, les obligations sur les collectivités, c'est tous les 3 ans. Souvent, c'est tous les 4 ans dans les entreprises parce que ça peut être lié aussi avec l'audit d'efficacité énergétique. Donc, en dessous, on n'est pas obligé de le faire. Il y a eu des évolutions de réglementation justement par rapport à la quantité des données à fournir. Mais pour les plus petites organisations, il y a possibilité quand même de le faire parce qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, mis en place notamment par la BPI pour pouvoir faire cet exercice-là et profiter du coup d'aide financière parce que ça reste quand même un budget. Donc là, dans les gaz à effet de serre, effectivement, on va aller mesurer donc les 6 du fameux protocole international de Kyoto. Voilà, donc c'est la règle, elle est assez cadrée et définie. Donc on identifie les postes les plus émissifs. Comme je disais tout à l'heure, on va aller mesurer, on va aller chercher les ordres de grandeur par rapport à l'organisation et par rapport à son activité. On peut parler quelque part aussi de matérialité. Si je produis
des parpaings en béton, j'aurai pas les mêmes enjeux que si je suis une agence conseil. En agence conseil, je vais avoir des enjeux liés à la production de carbone, liés à mes déplacements. Si j'ai une activité de production qui nécessite beaucoup d'énergie, bah, ça va être plutôt par rapport effectivement à l'efficacité énergétique ou à la quantité d'énergie que je vais consommer. Si je suis producteur de repas, ça va être par rapport effectivement à l'utilisation des matières premières et le type de matières premières. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de l'activité, mais donc c'est identifier les postes les plus émissifs selon l'activité de l'organisation pour mettre en œuvre des actions ciblées déjà sur les gros postes. Si je relie ça à l'activité individuelle, à l'empreinte individuelle, si mon poste le plus important, c'est effectivement les déplacements, et ben, du coup, c'est celui sur lequel je vais regarder en priorité pour voir si je peux agir. On commence toujours par les plus gros postes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les autres, mais ça permet de donner un ordre de priorité. Le bilan carbone, ça va permettre d'évaluer aussi la dépendance des activités aux énergies fossiles, effectivement. Quel est le niveau de dépendance et quelle est aussi la volatilité par rapport aux évolutions de prix qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, c'est l'avantage de faire un bilan carbone plutôt que juste un bilan de gaz à effet de serre. C'est aussi l'idée d'analyser les risques et les opportunités liées à la mise en place d'actions. Donc derrière, il peut y avoir aussi des enjeux d'innovation. En se questionnant sur ce qu'on fait, on peut revoir sa stratégie commerciale, son process de production, mettre en place de nouvelles choses. Moi, je le vois assez fréquemment quand je fais des bilans carbone chez mes clients. Effectivement, ça pousse à s'interroger sur des sujets sur lesquels on ne serait pas forcément allé spontanément. Et du coup, le bilan carbone, c'est également déployer des actions de réduction. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des évolutions réglementaires. Aujourd'hui, notamment une majeure par rapport aux organisations qui sont obligées de mettre en place, de faire des bilans carbone. On n'est plus sur un simple plan d'action de réduction. Là, on est vraiment sur un plan de transition. La différence, c'est quoi? Le plan de transition, c'est que du coup, on va définir des actions qui sont en lien avec les fameux accords de Paris. On va relier effectivement la trajectoire d'émissions par rapport à une réduction qui permette d'atteindre les fameux maximum 2 degrés. Alors là, il y a des outils au niveau de l'État qui permettent de le faire parce qu'en fonction des secteurs d'activité, il n'y a pas tout à fait les mêmes trajectoires et les mêmes délais, mais enfin, il y a pas mal d'informations là-dessus et de méthodos pour pouvoir justement accompagner le plan de transition et définir les axes. Et l'idée du coup des plans d'action de réduction et de transition, c'est de définir effectivement, encore une fois, qui peut agir et les leviers d'action, mais enfin comme tout autre plan d'action, si je puis dire. Alors quand on fait un plan d'action, quand on fait un bilan carbone, on commence toujours par écrire, dessiner la cartographie des activités. La cartographie des activités, ça va permettre effectivement de voir qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on mobilise et quelles peuvent être les sources d'émissions de carbone dans le modèle économique. Donc, on va toujours avoir effectivement la partie. Alors là, c'est une cartographie qui est très industrielle, mais pour des activités plus de services, on va avoir quand même les mêmes sujets qui vont revenir, hein. Quels sont les déplacements que je vais réaliser dans le cadre de l'activité professionnelle? Quels sont les déplacements que je vais réaliser pour aller au travail? Le plan de déplacement des salariés, ça rentre aussi dans le bilan carbone de l'organisation. Quels sont mes achats? Qu'est-ce que j'achète? Quelle typologie de biens, de services? Encore une fois, donc là, ça va être effectivement en fonction de l'activité. Si je fais des plats préparés, quelles sont les quantités de viande, de bœuf, de poulet, voilà, on quantifie tout ça, on essaye d'avoir de la donnée physique. Idéalement, par exemple, ça va être du kilo de produits. Ça va être, si je fais de la signalétique, des mètres carrés ou des mètres linéaires de panneaux en aluminium ou de panneaux en bois. Voilà, on essaye d'identifier effectivement tous les intrants, ce qu'on appelle les intrants, qui vont contribuer justement au processus de production, à avoir un produit fini ou alors à avoir un service. Si je suis dans des activités numériques, on va travailler sur d'autres dimensions qui vont être plutôt effectivement les quantités de données stockées, le nombre d'emails qui peuvent être envoyés, les stratégies justement aussi qu'on peut mettre en place dans l'organisation sur ces sujets-là, puisque c'est aussi impactant le numérique, même si ce n'est pas très palpable. On en parlera tout à l'heure, je donnerai quelques indicateurs là-dessus. Donc voilà, le cœur d'activité de l'entreprise, les consommations d'énergie. Et il y a aussi après, par contre, tout ce qui va être lié à
ou comment j'envoie mes produits chez mes clients, chez mes distributeurs ou mes particuliers, etc. Et toutes les logiques liées aussi au déplacement de ces personnes-là. Ce qu'on appelle notamment le scope 3 indirect. Donc là, je vais vous montrer, c'est des termes qu'on retrouve assez régulièrement quand on parle de bilan carbone et qui sont un peu complexes au début à comprendre, mais il y a une petite cartographie là qui est assez simple pour présenter ça. Et donc, dans les avancées majeures aussi de la publication des bilans carbone, c'est qu'aujourd'hui, les organisations sont obligées, quand elles ont une obligation légale, alors mesurer, elles le faisaient déjà la plupart du temps, mais de communiquer les émissions du scope 3. Souvent, le scope 3, c'est ce qui est le plus important, à moins qu'on ait une activité très intensive en termes d'utilisation d'énergie et du coup qu'on ait un scope 1 et 2 très très fort, mais la plupart du temps, le fameux scope 3, donc les émissions indirectes, elles sont très très fortes dans beaucoup d'organisations. Donc là, ce petit schéma, il permet de présenter, c'est notre manière de présenter la chaîne de valeur au regard justement de ces fameux scopes d'émissions, voilà, donc qui fait vraiment la différence entre ce qu'émet l'entreprise et ce qui est émis par ses parties prenantes, en amont ou en aval, mais sur lesquelles elle peut peut-être avoir quand même des leviers d'action et une marge d'influence finalement. Voilà, alors donc juste pour reprendre rapidement sur la méthodologie, puis on va avancer. Donc la fameuse cartographie d'activité, je dessine quels sont mes flux entrants, mes flux sortants, les déplacements, j'explique quels sont mes intrants. J'essaye de trouver des données physiques, des kilos, des kilomètres, etc. Parce que c'est ça qu'on va utiliser après pour transformer en données qu'on va transformer en tonnes ou en kilos d'équivalent CO2. Alors, j'avance du coup. On va faire un petit exercice. Comme ça, vous allez pratiquer et puis ça permettra aussi de parler justement de comment on va transformer une donnée d'activité en une donnée carbone. Donc là, je vais vous faire travailler un petit peu. Alors, comment on fait? On va prendre un exercice déjà relativement simple sur la base d'un trajet en TGV. Voilà. Donc, on a une donnée d'activité qui est le nombre de kilomètres réalisés. Là, par exemple, un trajet Paris-Bordeaux en train. Donc, cette donnée d'activité, on va la multiplier par un facteur d'émission. Le facteur d'émission, il est issu d'une base de données de référence. Là, celles qui sont utilisées la plupart du temps ici en France, c'est la base de l'ADEME qui recense aussi un certain nombre de données. Elle est en accès libre, hein. Vous pouvez la télécharger et la consulter. Et justement, vous allez retrouver dans cette base de données le fameux facteur, la donnée d'activité et le fameux facteur d'émission. Et le facteur d'émission, c'est un calcul qui a été réalisé et qui a été vérifié et validé, qui permet de mesurer sur l'ensemble de l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service les quantités d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées. Donc, quand on fait cet exercice-là, effectivement, on fait toujours une donnée d'activité. Parfois, on n'a pas, donc on peut travailler sur du ratio financier, mais c'est beaucoup moins précis. L'utilisation du ratio financier, c'est vraiment le dernier recours quand on n'est pas arrivé à avoir une donnée d'activité, parce que le ratio financier, on peut être sur des choses qui sont très volatiles, hein, qu'on multiplie du coup par un facteur d'émission. Alors, pour le calcul, on va commencer par les déplacements, puisque c'est relativement simple. Les facteurs d'émission, ils sont sur le site de l'ADEME. Je réponds, j'anticipe, mais parce que de toute façon, là, on est vraiment sur le sujet. Donc ça, ces chiffres-là, je les ai pris dans la base de données ADEME, hein, d'accord? Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre 30 secondes, 1 minute pour réfléchir au nombre de kilomètres que vous avez réalisés pour aller au bureau. Donc ça rentre dans le bilan carbone de l'organisation. Déjà, est-ce que vous les avez fait en voiture, à pied, en bus? Alors là, j'ai mis que voiture, mais on pourrait sortir des facteurs d'émission pour des trajets en bus, des trajets en bateau. Le vélo, ça compte pas puisque c'est neutre en carbone, pour le coup. Et voilà, donc un nombre de kilomètres également dans le cadre des déplacements professionnels. Donc ça, c'est une autre catégorie, mais ça rentre aussi. Donc moi, si je fais le calcul, cette semaine, j'ai fait 300 km en voiture, j'ai un moteur gazole, donc je fais mes 300 multipliés par 0,212 km et ça me donne la quantité de carbone que j'ai générée sur cette partie-là, plan de déplacement.
Sur les différents facteurs d'émission qui sont émis dans la base ADEME, vous trouverez aussi les informations sur l'incertitude. Parce que du coup, on est sur du calcul. Parfois, on va dire, mais c'est pas tout à fait le même moteur que j'ai, ou alors c'est pas tout à fait cette qualité de produit. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, chez une cliente qui achète du cidre. Et pour le coup, le cidre industriel, entre guillemets, on avait des données dans la base de données ADEME, mais elle travaille avec un producteur local qui fait tout en presse mécanique, manuelle. Donc, du coup, forcément, on n'a pas du tout le même impact. Mais il peut y avoir effectivement des trous dans la raquette, mais néanmoins, déjà, c'est s'interroger sur c'est quoi ma donnée et est-ce que le facteur d'émission existe. Vous avez fait l'exercice là, ouais, déjà, ça vous donne une idée de ce poste-là, donc sur une semaine, mais on pourrait le faire du coup sur l'année. Et d'ailleurs, le calcul de l'empreinte carbone, ils vous demanderont sur l'année d'avoir un ordre de grandeur du nombre de kilomètres que vous réalisez. Pour l'organisation, l'idée, c'est de pouvoir remonter les informations justement sur comment viennent le nombre de salariés qui sont dans l'organisation, comment ils viennent. Alors après, idéalement, effectivement, c'est avoir des informations sur les motorisations, mais on pourrait très bien travailler sur une moyenne. Il y a des moyennes, voilà. Moteur gazole, essence, ça donne déjà une idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver assez facilement, notamment quand on suit les frais de déplacement. Alors, pas les frais de déplacement, parce que sur les déplacements des salariés, ça nécessite de faire une petite enquête sur combien de fois ils viennent en voiture, combien de kilomètres ils font aller-retour, etc. Avec quel mode de transport. Mais si on travaillait sur les plans de déplacement professionnels, on pourrait prendre, par exemple, effectivement, les remboursements de frais kilométriques, s'il y a des cartes essence, le nombre de litres qui sont achetés par l'organisation dans le cadre des déplacements, etc. Donc, il y a déjà des données comme ça que vous pouvez arriver à suivre sans trop de difficultés sur certaines parties du bilan carbone. L'alimentation. Alors l'alimentation, selon si ça fait partie de votre modèle économique ou pas, ça va être plus ou moins important, hein. C'est sûr que si vous faites des plats préparés, ça va être un gros sujet, mais ça pourrait être un sujet aussi si vous faites, je sais pas, de l'événementiel. Là, je l'ai quand même mis parce que mon objectif, c'est de vous faire pratiquer aussi pour que vous compreniez la logique. Donc là, j'ai pris des moyennes. On peut aller plus dans le détail hein, avec la base de données ADEME. Mais l'idée, c'est de vous montrer aussi les ordres de grandeur. Donc, dans le cadre du travail, où c'est un modèle économique, effectivement, dans la semaine, combien de repas végétariens vous avez pris ou à dominante animale plutôt poulet ou plutôt bœuf. Donc, si vous regardez un peu dans les écarts, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, un repas végétarien, c'est 51 grammes de CO2. Un repas à dominante animale, c'est 1,58 sur le poulet. Et le repas à dominante bœuf, donc c'est 7,25 kg. Il y a des très grands écarts en fonction effectivement de la composition de votre assiette, ce qui a donné lieu notamment dans la restauration collective à une réglementation qui s'appelle la loi Egalim. Alors je ne sais pas si certains sont concernés, mais en tout cas dans le cadre de la loi Egalim, effectivement, il y a eu des objectifs de fixer par rapport à la quantité de repas à dominante végétarienne à servir dans les cantines pour pouvoir contribuer justement à la diminution de l'impact carbone. Alors, ce n'est pas le seul sujet, mais ça fait partie des sujets. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, vos enfants à l'école, ils ont un certain nombre de repas végétariens. Et alors, parce que je suis une grande consommatrice de café, je pourrais ajouter, moi, pour ma part, en tout cas, dans le bilan carbone et aussi pour un certain nombre d'organisations qui fournissent le café. Le café, c'est impactant quand même. 56 grammes de CO2 par kilo de produit. Voilà. Et là, donc c'est sûr, là, on est effectivement sur la production d'un café qui est dans ma tasse à café. Entre l'approvisionnement, le fait qu'il ait été mixé avant, etc. OK. Je répondrai aux questions après. Du coup, je vois qu'il y en a un certain nombre intéressants en lien. L'empreinte numérique. Alors, le numérique, c'est un sujet pour lequel on a eu des données assez récemment. Tout n'est pas encore complètement posé et c'est un sacré boulot que d'arriver effectivement à identifier ces émissions. Mais pareil, dans la base ADEME, il y a quelques informations. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, on est par exemple sur un stockage de 1 giga, c'est 2 kg de CO2. Un envoi d'email, 0,04 kg. Une consultation de page, 1,76 g. J'aurais pu tout mettre en grammes, c'était plus facile.
la requête, 7 grammes, etc. Donc là, pareil, dans le cadre du bilan carbone, c'est pas toujours évident d'arriver à tout mesurer, mais c'est d'arriver à avoir des ordres de grandeur. Est-ce qu'on considère qu'on est plutôt à 40, 50, 100 pages, 3, voilà. Dans l'envoi du nombre d'emails, on pourrait arriver à trouver des données aussi, hein. Mais l'idée derrière, c'est aussi de se dire que comme c'est pas neutre, à un moment donné dans l'organisation, on peut aussi choisir de mettre en place une stratégie de diminution. Ça s'est fait dans des organisations à un moment donné pour dire à partir du moment où ça me prend pas plus de tant de temps ou alors que je suis à tant de distance de la personne à qui je veux poser une question, je vais lui poser la question plutôt que d'envoyer un email. Enfin bon, bref, après il y a plein de... Je dis pas que c'est la meilleure solution, en tout cas, ça interroge sur comment dans mon organisation les gens utilisent le numérique. Et du coup, ça invite aussi à se poser la question de est-ce que je stocke mes données ou pas sur un serveur, les nombres de données, le nombre de sauvegardes que je peux faire, etc. quoi, pour pouvoir diminuer l'empreinte carbone. Ensuite, l'énergie. Alors, l'énergie, je l'ai mise. Alors, c'est pas forcément évident pour vous de dire tiens, bah, aujourd'hui, j'ai chargé mon téléphone, j'ai consommé X kilowattheure. Mais en tout cas, l'idée, c'était de dire, on parle beaucoup en France du fait qu'on a une énergie qui est décarbonée. Elle est décarbonée parce qu'elle n'utilise pas d'énergie fossile, parce qu'on est beaucoup au nucléaire quand même. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une application hyper sympa que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps qui permet de voir justement la production en temps réel à la journée, les quantités d'achat et de vente d'énergie en France. Ça s'appelle RTE Eco 2 Mix. C'est assez sympa pour voir le mix énergétique. Donc là, sur les moyennes, effectivement, on est à 0,060 kg de CO2. Donc là, vous pouvez le faire ne serait-ce que chez vous, sur vos factures EDF. Donc là, c'est pareil dans l'organisation. On prend les factures du fournisseur d'énergie, la quantité de kilowattheure utilisée qu'on multiplie par le facteur d'émission. Si vous êtes chez Enercop, vous n'aurez pas forcément les mêmes données parce que ce n'est pas le même mix énergétique, mais ils donnent la donnée, ils l'ont, hein. Et ce qui est sympa aussi quand on fait son bilan carbone, c'est de pouvoir poser la question à ses fournisseurs sur est-ce qu'ils ont des informations ou pas, est-ce que c'est un sujet ou pas, pour voir si on peut aussi affiner. Et puis parce qu'il y a un enjeu dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, c'est d'embarquer des parties prenantes et de travailler avec mes parties prenantes. Donc c'est de dire comment est-ce que ce sujet anime aussi mes partenaires, est-ce que c'est un sujet ou pas, et comment peut-être on peut travailler sur des leviers d'action pour contribuer ensemble. Les placements de trésorerie, je l'ai mis parce que c'est pas neutre. En fonction des supports que vous choisissez dans les organisations pour placer la trésor, mais c'est le cas aussi à l'échelle individuelle, vous générez plus ou moins de CO2 en fonction de si vos investissements ils vont financer plutôt des entreprises qui du coup génèrent du carbone ou pas. Alors là, j'ai mis 550 kilos de CO2, je crois que c'était sur un placement Crédit Mutuel. Mais si vous voulez des informations là-dessus, il y a une application qui s'appelle Rift App qui est très sympa et qui présente justement les différentes typologies de placement et les quantités de CO2, donc avec les méthodologies de calcul derrière. Les outils. Alors, parce qu'une fois qu'on a fait la cartographie, on a collecté les données physiques, on a fait les transformations, donc on arrive finalement à un diagnostic des émissions de CO2 équivalents sur les différentes activités. Ce qui est intéressant, c'est justement de le présenter aussi au regard de la cartographie qu'on a vue au départ, hein, le poids sur les intrants, le poids sur les déplacements, le poids sur, et puis après d'affiner en fonction de l'activité. Mais pour pouvoir arriver déjà à cet exercice-là, il y a aussi un certain nombre d'outils qui peuvent permettre d'une part de sensibiliser et d'autre part de mesurer. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement pour laisser le temps aux questions quelques outils qui sont intéressants et dont vous entendrez parler si vous allez plus loin sur le bilan carbone. Dans les outils de sensibilisation, alors il y en a plein, hein. D'ailleurs, si vous en avez à partager, n'hésitez pas à écrire dans le chat en ligne. Donc, il y a le fameux No Geste Climat, celui dont je vous ai parlé, qui est plutôt à l'échelle individuelle, mais moi, je sais que chez tous les clients chez qui je vais, je les invite à le faire, ne serait-ce que pour que chacun comprenne du coup quelle est son empreinte carbone sur quelques postes, et puis ça permet de rentrer dans le sujet. Je ne vais pas dire de manière ludique, mais voilà, c'est un petit questionnaire, et puis derrière, on a le petit graphique qui permet d'avoir quelques informations. Mais en tout cas, quand on a une démarche de bilan carbone dans l'organisation, c'est bien aussi que les salariés et les équipes s'imprègnent de ces sujets-là.
Il y a un autre outil que je connais bien parce que je suis animatrice et vous avez peut-être entendu parler, c'est la fresque du climat. J'aime beaucoup cet outil-là. C'est sur la base d'un jeu de cartes pour comprendre les causes et les effets justement du changement climatique. Il y a un autre outil aussi que j'aime bien dont je suis animatrice, c'est 2 tonnes. Là, on est beaucoup plus sur, voilà, on a fait la fresque, on a fait finalement un peu un diagnostic de ce qui se passe et de l'effet systémique de ce que peuvent générer nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, 2 tonnes, c'est vraiment les actions. Et les actions à l'échelle individuelle sur les différents segments qu'on a pu voir dans l'empreinte carbone, les questions de mobilité, de logement, d'alimentation, etc. Donc on travaille sur les grandes thématiques. Et on travaille à l'échelle donc individuelle, mes actions individuelles, mes actions pratiques et mes actions de sensibilisation. Et on se met aussi dans la peau des pouvoirs publics. Je suis en Conseil des ministres, je défends un sujet qui va permettre de diminuer les quantités d'émissions de gaz à effet de serre ou qui va permettre de sensibiliser sur des sujets, par exemple l'alimentation et le poids de la viande carnée ou pas, etc. Donc il y a ces 2 dimensions qui sont traitées sous forme de jeu et c'est assez sympa. Et d'ailleurs, c'est le jeu qui a été déployé chez tous les cadres dans les ministères au niveau de l'État. Et la fresque du climat avait été présentée justement aussi aux députés. Donc ça, c'est dans les outils plutôt de sensibilisation. Et après, il y a les outils pour mesurer, reporter, manager. Alors là, je vous ai mis un certain nombre d'outils. Ils proposent pas toutes la même chose. Moi, celui que j'aime bien, et pour démarrer, c'est la méthode bilan carbone, enfin le bilan carbone arrobase. Voilà. Et donc là, c'est les outils de l'ADEME qui proposent effectivement une méthodologie et des outils. Alors là, c'est tableur Excel et ils sont passés sur une version en ligne qui permet d'une part de mesurer, quantifier et puis du coup de travailler sur le plan d'action et également l'analyse de risque-opportunité du coup d'un bilan carbone. Après, il y a ISO et le GHG protocole. C'est des méthodologies qui peuvent se rapprocher, mais qui segmentent pas tout à fait les activités de la même manière. Il y a un autre outil qui s'appelle la méthode Quantigest qui permet d'évaluer sur une action en particulier. Je mets en place une action. Qu'est-ce que ça va permettre de générer? Est-ce que je diminue ou pas? Voilà. Donc là, on est sur la quantification. Donc le bilan carbone, c'est vraiment l'approche globale organisation. Quantigest, c'est une action. Et puis après, on va trouver aussi du coup des trajectoires qui permettent de valoriser ce que fait l'organisation. Le Net Zero Initiative, ça veut dire qu'on s'engage sur une trajectoire. Et puis des outils de management qui vont être peut-être parfois un peu plus stratégiques et du coup travailler au niveau des gouvernances sur le management des émissions de gaz à effet de serre, notamment le SMGS par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne déjà des noms de méthodologies. Après, il y a plein de prestataires qui proposent des outils. Ce qui est important à vérifier, c'est que ces prestataires, ils s'appuient sur une méthodologie, celle que je vous ai rapidement évoquée. Plutôt des données physiques quand on peut effectivement les avoir dans l'organisation, mais l'idée c'est de pouvoir arriver à mettre en place aussi des systèmes d'information. Parce que parfois, ils peuvent proposer du ratio financier pour faire hyper vite, mais le ratio financier, ça reste quand même un ordre de grandeur. Et si on a des ratios financiers avec des coûts qui peuvent être volatiles, c'est quand même pas toujours très significatif. Voilà. On va arriver du coup à la fin. Là, on va passer du coup aux questions. Et donc, il y en a eu un certain nombre dans la discussion. Alors, comment se passe le renouvellement de la formation? Alors, pour faire du bilan carbone, la méthode bilan carbone ADEME, déjà, il y a effectivement 5 jours de formation. Il y a le niveau de base et le niveau initié. Il n'y a pas de renouvellement de formation à ma connaissance. Donc, si par contre, vous voulez effectivement mettre en place des bilans carbone dans l'organisation et que vous voulez profiter des aides qui sont actuellement proposées, donc c'est la BPI qui gère ça avec le DIAC décarbonation et qui recense un certain nombre de prestataires qu'ils ont validés justement avec cette méthode bilan carbone en lien donc avec l'association du bilan carbone. Pour avoir le fichier Excel, il faut être adhérent de l'association bilan carbone et avoir fait du coup la formation. Et du coup, on profite des outils et on profite aussi du partage d'expérience parce qu'ils ont mis en place des groupes d'experts pour échanger sur ces sujets.
Alors, je vais revenir un peu plus haut, tac, tac, pour voir les questions qui étaient posées. Alors oui, il y a un sujet intéressant qui est évoqué. Alors, les facteurs d'émission, j'ai répondu, c'est la base ADEME sur le site de l'ADEME. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler l'ADEME au rapprochement de deux bases, la base de quantification de gaz à effet de serre et la base empreinte environnementale, qui a une approche beaucoup plus large d'un point de vue environnemental, donc le sol, l'air, les questions de pollution, etc. Et c'est possible qu'en ce moment, il y ait des choses qui soient moins accessibles que d'autres parce qu'ils sont en train de les fusionner. Mais si vous tapez base de données facteur d'émission ADEME, vous allez la trouver assez facilement, mais je pourrais mettre le lien. Le covoiturage vient pondérer le résultat. Oui, bah, effectivement, le covoiturage, faire un trajet en covoiturage, si on est deux, ça divise par 2, si on est 3, ça divise par 3. Il y a un point, par contre, qui n'est pas valorisé dans le bilan carbone, mais que vous pouvez valoriser par ailleurs d'une autre manière dans vos organisations, c'est tout ce qui ne génère pas d'émissions. Typiquement, tous les salariés qui vont venir en vélo, bah, du coup, ça ne va pas venir diminuer votre bilan carbone ou tous les efforts que vous allez faire pour recycler, ça ne va pas diminuer le bilan carbone. Ça va peut-être diminuer le bilan carbone d'autres personnes qui auront dû utiliser des produits recyclés. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une image factuelle de ce que vous avez émis. Donc, par contre, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est de mesurer aussi à côté tout ce qui a permis de ne pas émettre, parce que du coup, c'est aussi un indicateur. À un moment donné, vous pouvez faire des ratios sur, je ne sais pas, j'ai 90% de mes salariés qui viennent en vélo, 10% depuis que j'ai mis en place telle ou telle action ou telle incitation, il y a une évolution et vous pouvez la mesurer. Vous pouvez donc piloter sur la partie mobilité ces évolutions. Les véhicules de fonction. Alors, les véhicules de fonction, il y avait une question là-dessus. Comment faire, car trajet pro et trajet perso, doit-on tout prendre en compte? Ouais, alors effectivement, dans les véhicules de fonction, c'est un sujet. Normalement, on est vraiment dans le trajet pro. Donc, et comme ce n'est pas des choses qui sont forcément très mesurées, mais ça pourrait être un sujet, effectivement, de pouvoir arriver à évaluer avec les limites que ça peut avoir, de dire, effectivement, mais c'est un peu une observation de ma vie privée que de voir les kilomètres que je peux faire. Normalement, on reste quand même sur le pro. Mais encore une fois, on est sur des ordres de grandeur et puis c'est aussi l'idée de dire à un moment donné, si je ne peux pas faire diminuer la quantité de trajets perso, hein, effectivement, parce que ce n'est pas l'objet de l'organisation au départ, mais c'est de pouvoir travailler sur des sujets typiquement tels que la consommation, enfin la conduite, alors, je ne sais pas comment ils appellent ça, éco-responsable. En tout cas, il y a des stages effectivement pour apprendre à conduire de manière à moins consommer. 4,46. Ah, il y a des gens qui ont mis leur bilan carbone, super. Les pires semaines, 500 km x 0,12, 106 kg. Et donc, bah, 106, c'est 106 multiplié après par le nombre de semaines sur l'année. Il faut voir ce que ça représente dans l'empreinte moyenne individuelle, quoi. Déjà, à l'échelle individuelle. Déclaration du nombre de kilomètres parcourus à titre personnel par les agents. Donc, ça, c'est bien de pouvoir effectivement arriver à se dire, on mesure déjà un certain nombre de choses qui peuvent être facilement mesurables. Nous, dans notre organisation, alors on est une petite organisation, mais on le met en place chez tous nos clients, c'est déjà d'avoir une idée de la quantité émise, ne serait-ce que dans le cadre des déplacements professionnels. Pour inviter aussi justement à faire du covoiturage ou à réfléchir à d'autres modes de déplacement quand c'est possible. Il y a des boîtes maintenant qui préconisent, enfin qui demandent à leurs salariés, par exemple, de faire des déplacements plutôt en train si c'est à moins de tant d'heures de déplacement. Donc ça aussi invite à reposer des bases des modalités d'organisation. Autre enjeu de sensibilisation, Captain ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, tout à fait. JCEF ASSO, alors ouais, ça me parle aussi parce que je fais partie, enfin maintenant je suis plus membre puisque j'ai passé l'âge fatidique, mais de la jeune chambre économique française qui travaillait beaucoup justement sur cette grille des objectifs de développement durable et ça fait partie effectivement les enjeux de décarbonation des objectifs de développement durable. Quelles mesures prendre en compte si télétravail? Les mesures à prendre en compte s'il y a du télétravail. Alors déjà, il peut y avoir des sujets liés justement à l'utilisation du numérique sur des pratiques. Il faut toujours commencer de toute façon par sensibiliser et informer sur des sujets pour que derrière les gens comprennent
et ils soient capables de mettre en place des actions. Maintenant, le télétravail, effectivement, sur le principe, ça va diminuer le post-déplacement. Par contre, ça va augmenter le poste numérique. Voilà. Et si on ne mesure pas, déjà, on ne sait pas d'où on part. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de mesurer. Puis, vous pourriez faire effectivement une comparaison pour voir si ça diminue fortement ou pas. Parce qu'effectivement, la consommation numérique, c'est quand même émissif. Et d'ailleurs, dans les prévisions d'émissions carbone, le développement numérique est vraiment le point noir, le point noir dans les différentes activités. Les entreprises n'ont pas encore l'obligation de fournir la quantité de tonnes de CO2 de leurs produits vendus. Ah, bah alors si, il y a quelques secteurs d'activité qui aujourd'hui sont obligés, notamment dans le transport. Donc si vous avez effectivement du fret et vous faites appel à des transporteurs, ils sont obligés de communiquer sur l'intensité carbone de leur service. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi reprendre en comptabilité, faire noter dans les libellés pour pouvoir après avoir un calcul assez rapide. Et puis, il y a aussi les opérateurs de téléphonie. Avec la nouvelle loi climat et résilience, il y a des secteurs qui vont être amenés effectivement à commencer à communiquer de plus en plus sur l'empreinte environnementale notamment et les quantités de CO2 dans les produits. Aujourd'hui, ce n'est pas des obligations dans beaucoup de secteurs, mais j'imagine effectivement qu'il y aura des évolutions dans les prochaines années et qu'effectivement, il faut commencer à se pencher sur le sujet maintenant parce que sinon, vous allez le subir. Mais il y a quand même pas mal d'organisations qui font du lobbying pour qu'effectivement, le consommateur puisse avoir l'information sur l'intensité carbone des produits qu'ils achètent. Et regardez vos factures de transporteurs et vos factures en téléphonie mobile, vous avez les quantités de CO2 émises. Quels objectifs et quels supports pour la communication des résultats et des actions? Alors, quel standard pour présenter les résultats? Moi, j'ai déjà essayé de faire des comparaisons de résultats sur le site de l'ADEME, encore une fois. Donc là, ça ne doit pas forcément être accessible parce qu'encore une fois, il y a la fusion. Mais vous trouverez des présentations de bilan carbone. Donc, il y en a plein qui sont présentés par secteur avec les noms des organisations parce qu'il y a une obligation de publication pour les grandes entreprises et pour les plus petites aussi à partir du moment où elles ont profité des aides de l'État. Elles sont obligées de communiquer leur bilan carbone. Donc, ils sont en train de faire une méga base de données. Donc, vous pouvez comparer avec des entreprises du secteur. Maintenant, la difficulté, c'est que si vous ne savez pas quel est le modèle économique de l'organisation, c'est difficilement comparable. Ça peut vous donner un ordre de grandeur par rapport à votre activité. Mais la plupart du temps, les organisations n'ont pas toujours les mêmes modèles économiques, quoi. Donc, il y a quand même cette limite-là à un moment donné. Mais vous pouvez trouver plein de bilans carbone et comparer effectivement sur des activités similaires. Et c'est assez bien fait parce que du coup, ils expliquent bien effectivement quels ont été justement les scopes qui ont été traités, quelles sont les activités qui ont été traitées ou pas. Parce que dans certaines organisations, des fois, traiter toutes les activités d'un coup, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas la donnée ou c'est un peu lourd. Donc, du coup, on est aussi dans une forme de démarche d'amélioration continue. Effectivement, il y a un exercice de base et puis après, je travaille pour améliorer et puis faire en sorte qu'après, mon système d'information, il soit propre avec des informations cohérentes pour pouvoir faire les autres. Quel standard de présentation? Le standard de présentation, oui, il y en a. Le GHG protocole a un standard de présentation, la norme ISO. Et alors, il faut savoir que le bilan carbone, quand on fait un bilan carbone avec les outils du bilan carbone de l'ADEME, les informations, quand elles sont saisies, on peut les avoir avec les standards du GHG protocole, avec le mode de présentation du GHG ou avec le mode de présentation de l'ISO. Donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, effectivement, si on veut rentrer après dans les méthodologies ISO ou GHG, par exemple, en faisant la méthodologie, en utilisant la méthodologie bilan carbone, on peut très facilement communiquer ces résultats sur ces formats-là parce qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait ils présentent pas tout à fait les catégories de la même manière. Ok, alors je regarde, est-ce qu'il reste quelques questions en suspens? Non? Elles ont toutes été traitées là, c'est super. Super. Et en plus, on est dans les temps parce que ma dernière question, elle est pour vous.
au regard de tout ce que j'ai pu vous dire là, et de ce que vous avez pu comprendre, bah, je vous invite à prendre 1 ou 2 minutes pour réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme action. Alors ça peut être une action très pragmatique, bah, je sais pas, je vais faire un peu plus de covoiturage, ou ça peut être une action de sensibilisation. Je vais me former enfin je vais faire une fresque du climat, ça peut être très divers. Je vous invite à réfléchir à une action à mettre en place, et surtout aussi à vous donner une échéance. Parce que l'échéance, c'est psychologiquement engageant. Donc à vous dire, je sais pas, je me donne 1 mois pour mettre en place telle action, et puis, aussi faire un bilan à un moment donné de cette action. Est-ce que du coup je suis arrivée à la mettre en place ou pas? Parce que ça permet aussi de travailler sur quels auraient pu être les freins. Heu, Est-ce que je peux faire autrement ou pas? Ou alors, tout simplement j'y arrive pas? Voilà, il y a des sujets des fois sur lesquels, on peut se dire: «Bah, ça c'est difficile pour moi, bon, bah, du coup je vais attaquer un autre, sujet qui sera peut-être plus facile». Ah, il y a une fresque du climat qui se prépare, super. Donc, j'ai préparé un petit, bah, pareil, alors soit vous écrivez dans le pavé de texte, soit vous allez sur, Slido, il y a un petit code, et j'aimerais bien que vous puissiez partager, l'action que vous allez mener, parce que ça va permettre aussi de pouvoir donner des idées, aux autres. C'est en mode un petit peu, brainstorming, parce qu'à plusieurs, on va penser à plus de choses et peut-être différentes, mais en tout cas, ça pourra aussi donner des idées aux autres. Voilà, donc on va arriver à la fin. Je vous laisse, prendre le temps d'écrire. Je vais vous transmettre bah, le support que j'ai présenté là, avec quelques slides, en plus qui vont permettre d'illustrer et puis de vous donner aussi des références, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, et puis j'ai également fait une page de lien vers l'évolution de la réglementation notamment. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir, bah, les nouvelles réglementations. Et dans les nouvelles réglementations, notamment, il y a un sujet que je trouve aussi intéressant à voir, et qui n'est pas neutre pour le coup, c'est tout ce qui est lié à la communication neutre en carbone, justement, qui a été, encadré dans le cadre de la loi, et justement les obligations liées à l'utilisation de ce terme neutre en carbone. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'activité neutre en carbone à partir du moment où, on n'a pas déjà évalué son bilan, fait son bilan carbone, mis son plan d'action en place et éventuellement mis en place des actions de réduction, quoi. En tout cas, dans le plan d'action pour réduire, la plupart du temps, effectivement, il y a 3 grands axes. Effectivement, bah, c'est éviter, réduire, et bah, quand on peut plus éviter et réduire, c'est voir comment effectivement on peut, augmenter, les puits carbone pour pouvoir faire en sorte d'absorber, les émissions. Oui, il y a plein de propositions et de petits pas qui se sont, affichés, donc c'est très, très encourageant et ça peut donner des idées à chacun. En tout cas, n'oubliez pas de nous transmettre dans le fil de conversation vos adresses mail si vous avez, notamment un nom de profil. Je vois Maxime, par exemple, invité, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse vous identifier, par rapport à votre inscription, sauf si on a un seul Maxime sur les soixantaine de personnes inscrites. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le fil de conversation, pour que nous puissions transmettre ce support qui sera enrichi, comme le disait Laetitia, Ouais. notamment visiblement, j'imagine avec les liens ADEME notamment, demandés par Maxime, voilà, pour qu'on puisse vous la faire suivre après. Super. Merci en tout cas pour votre participation et votre présence. Merci Laetitia, Bonne fin de merci journée. la Massif, c'était très, très intéressant. Je ne ferme pas le fil pour que les personnes aient le temps de renseigner leur adresse mail pour celles pour qui ce n'est pas fait, pardon. Et puis je vous souhaite, à toutes et tous un très bon week-end, un bon appétit et au plaisir de vous retrouver à la CCI pour un autre webinaire. Encore merci à la Massif et à Laetitia pour cette intervention. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.